Bonjour, good morning, everybody. Thank you for joining us. We will be starting in a few minutes, so please hang on and hold tight. Dr. Lala, over to you, please. Bonjour. Thank you, Amarachi. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. On va commencer ce webinaire avec Dr. Cynthia Goma né Nkouabati, qui est le chef service des maladies parasitaires dans le laboratoire du centre opérationnel du laboratoire public national du Congo. Elle est aussi membre SERGE et formatrice aussi SERGE. Next. Avant de commencer, next please. Avant de commencer, veuillez noter retour. Notez que cette formation virtuelle respecte le code de conduite pour prévenir le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel lors des événements de l'OMS. Next. Alors, vous avez des questions ou le chat. Vous allez voir au niveau des questions Q&A. Vous utilisez cette fonction seulement pour les questions concernant le sujet et les présentations. Seules les questions qui seront dans ce return please, qui seront là-dessus, on va y répondre. Et pour les questions relatives à l'informatique et à la logistique, vous allez cliquer sur la fonction chat. Merci. Next. Ce webinaire est interprété. Notre speaker va parler en
français et traduit en anglais. Si vous voulez la traduction, vous allez cliquer sur Interprétation et choisir la langue que vous souhaitez. Et si vous voulez seulement entendre la traduction, vous mettez mute sur Original Audio. Next. Donc, il y a une transcription directe, en direct, si vous voulez. Vous pouvez aller sur l'option cliquer afficher les sous-titres et la légende apparaîtra. Et si vous ne voulez plus avoir la légende, vous cliquez sur masquer les légendes. D'accord? Next. Donc, cette session est enregistrée, le matériel est enregistré et nous considérons que votre présence comme un consentement à l'enregistrement. Les enregistrements seront partagés dans les prochains jours suivant la session. Le matériel de séance, y compris les enregistrements des séances, sera envoyé par courriel aux participants dans les jours qui vont suivre le webinaire. Nous voulons continuer d'améliorer nos programmes de formation et vos commentaires sont vraiment indispensables et très importants pour nous. Donc, un sondage sera partagé à la fin de la session. Nous vous encourageons fortement à y partager vos réflexions, suggestions, vos commentaires. Cela nous aiderait à adapter les prochaines sessions pour mieux répondre à vos besoins. Next. Please, next. Voilà, l'agenda sera comme suit. Donc, je viens de faire le mot de bienvenue et le housekeeping. Je vais passer la parole à Dr. Cynthia Goma. Elle va à peu près en 30 minutes faire sa présentation et nous aurons 20 minutes pour les questions et les réponses. Et après, on clôturera en 5 minutes. Donc, sans plus tarder, je vais donc d'abord vous remercier de votre participation et donner la parole à Dr. Cynthia. Thank you. Dr. Cynthia, à vous la parole. Merci, docteur Lala. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour l'introduction, Lala. Donc, je suis Cynthia Goma, biologiste au Laboratoire national de santé publique de Brazzaville et chargée des opérations à VoxSearch. Et nous allons donc discuter ce matin de la thématique autour de la gestion des laboratoires et plus spécifiquement en ce qui concerne l'organisation du personnel. Excusez-moi, ma vidéo n'était pas allumée. Désolée. Voilà, je tenais à préciser que c'est vraiment une session d'échange et de partage d'expériences. Donc, j'espère vraiment que les participants pourront aussi contribuer dans la deuxième partie de la session en termes de partage d'expériences ou de suggestions. Alors, pour parler de gestion de laboratoire, il faut déjà que nous puissions circonscrire non seulement le laboratoire, mais ce qu'on doit faire. Je sais que la majorité d'entre ceux qui sont abonnés sont sûrement déjà du laboratoire, mais c'est peut-être pour nos collègues qui ne le sont pas afin de pouvoir les situer. Donc, un laboratoire, c'est un espace qui est pourvu d'installations, pardon, et d'appareils qui sont nécessaires à la manipulation et à faire des expériences. Donc, ça va de la biologie médicale à la recherche et développement ou à tout autre type d'expérience. Et donc, ces espaces servent justement à pouvoir fournir des données analytiques
dans un environnement fiable et d'exactitude. Donc, les résultats qui doivent sortir de ces laboratoires devraient être exacts, fiables, adéquats, mais aussi rendus dans un délai acceptable et à des coûts convenables, surtout quand il s'agit des laboratoires impliqués dans tout ce qui a un impact sur la santé publique. Il y a différents types de laboratoires, mais les principaux peuvent être logés soit en laboratoire de biologie, là ça va tout ce qui est lié à la biologie, y compris l'agroalimentaire, comme pour la chimie aussi, il y a de l'agroalimentaire ou autre, des laboratoires de physique où on a de la nanotechnologie, de la radiologie et même des laboratoires de mathématiques. Donc, quel que soit le type de laboratoire, il y a l'analyse d'un échantillon ou d'un objet ou d'une idée qui est faite et cela doit respecter un peu le chart qui vous est mis en bas de page, dans ce sens où, par exemple, si c'est un laboratoire de biologie, on a un échantillon bien précis auquel il faut soumettre un test bien précis et dans un temps bien précis. Donc, quel que soit le sens dans lequel on va prendre ce chart, ce dessin, au cœur se trouve de l'information. L'information dès le départ, quel est le genre d'échantillon, d'où il provient, au moment des tests, quel est le test adéquat pour le réaliser, pour le temps, combien de temps il faut pour l'exécuter, combien de temps faut-il pour rendre le résultat, combien de temps faut-il pour gérer l'incident lié à cet échantillon. Bref, tout au laboratoire tourne autour de l'information. Et donc, euh, par exemple, si nous prenons un laboratoire de biologie médicale ou de recherche en sciences de la santé, les tâches premières sont de pouvoir détecter l'agent causal dont il est question, de confirmer le plus tôt possible l'infection qu'il y a et de déterminer l'exposition. Donc, il y a des tâches qui sont bien hiérarchisées afin justement de permettre au bon fonctionnement de ce laboratoire. Donc, les objectifs de ce webinaire seront principalement de définir des gestions, ce que c'est que la gestion de laboratoire rapidement, puis de pouvoir décrire les différentes modalités d'une bonne organisation du personnel de laboratoire. Donc, qu'est-ce que la gestion des laboratoires? Nous pouvons dire que c'est l'ensemble de tâches qui peuvent conduire ou qui conduisent au bon fonctionnement des activités d'un laboratoire, si on le voit à petite échelle, mais aussi d'un réseau de laboratoires. Vous savez bien que de plus en plus, en Afrique subsaharienne, nous essayons de mettre tous les laboratoires des pays en réseau afin que l'information partagée soit les mêmes, afin d'harmoniser les manipulations, les rendus de résultats et autres, tout type d'informations. Donc, tous les ensembles de ces tâches-là concourent à une bonne gestion de laboratoire. C'est aussi veiller à ce que les conditions de travail du personnel de laboratoire, c'est aussi veiller à ce que le personnel en elle-même de laboratoire soit conforme aux normes standards. Et c'est enfin toutes les actions qui pourront être liées au management de la qualité. Si nous prenons notre domaine bien précis, puisque là, c'est vraiment dans le contexte Avox Search, donc de pouvoir renforcer, utiliser les groupes d'intervention et d'urgence. Donc, tout ce qui est lié au système de management de la qualité du laboratoire en termes de réception d'échantillons, en termes de gestion du personnel, en termes de rendu de résultats, en termes de tout ce qui est lié au laboratoire, fera partie de la gestion du laboratoire. Et pourquoi c'est important? C'est pour pouvoir justement réduire au maximum la survenue d'erreurs ou d'incidents. Parce que nous savons très bien, tout ce qui concerne le laboratoire, surtout en santé humaine, dès qu'une erreur survient, les impacts peuvent se retrouver à différents niveaux et ils peuvent être graves. Ça peut être au niveau des soins qui sont inadéquats, qui seront prodigués parce que nous aurons donné un mauvais résultat. Ça peut être du gaspillage de ressources ou encore même induire, en cas d'épidémie, les autorités de santé publique dans des mesures de santé publique inappropriées et donc
toutes ces conséquences-là peuvent être très graves en fonction de l'erreur commise. Donc, comme nous l'avons dit, la gestion de laboratoire, elle est très vaste. Nous ne pourrons pas enfin, discuter de tous les sujets. Il y a environ une douzaine de thématiques qui est liée à la gestion de la laboratoire. Ça va de l'organisation au bâtiment et la sécurité des laboratoires, en passant par les documents et registres, à la gestion de l'information, à l'équipement, l'approvisionnement, la gestion de stock. Mais pour ce jour, nous allons juste nous focaliser sur le personnel. D'accord? Pourquoi le personnel? Parce que c'est la clé d'une bonne réussite, d'un bon fonctionnement au niveau d'un laboratoire. Donc, quelles sont les modalités qu'il faut pour pouvoir gérer parfaitement le personnel de laboratoire? Bien entendu, pour pouvoir avoir un laboratoire, il faut que nous ayons un manager ou un directeur de laboratoire, mais surtout des collaborateurs et dans l'idéal, de bons collaborateurs. Donc, c'est vrai que le directeur de laboratoire, euh, il devra, bien qu'étant technicien, il devra, par rapport à sa position, s'occuper beaucoup plus de tout ce qui est administratif. Les collaborateurs, quant à eux, en fonction de la position qu'ils auront dans le laboratoire, ils feront de l'administration, ils feront des analyses, ils feront de la sécurité, ils feront de l'entretien du laboratoire. Tout cela, bien structuré, bien réglementé, fera à ce que le laboratoire ou même le système de laboratoire du pays puisse être fonctionnel et efficace. Donc, nous allons d'abord commencer, bien entendu, par le directeur, pardon, ou toute autre autorité du laboratoire qui devrait avoir certaines compétences. Tout d'abord, lorsqu'on dirige un laboratoire, il faut que nous ayons un plan avec des objectifs clairs. Qu'est-ce que notre laboratoire vise? Est-ce qu'il s'arrête seulement à de la biologie médicale? Est-ce qu'il doit faire de la recherche? Dans quel cadre faire de la recherche? Quelle est sa vision dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir? Donc, c'est tout un plan directeur qu'il faut avoir pour pouvoir justement mener à bien pratiquement c'est les objectifs que le directeur et ses collaborateurs se visent d'atteindre. Mais en dehors de ce point, il faut, et c'est ce qui fâche souvent, des moyens de pouvoir atteindre les objectifs qu'un directeur, qu'un manager de laboratoire peut viser. Donc, en Afrique subsaharienne, on a énormément de soucis avec les moyens, justement, ce qui fait que, en fonction d'un pays, nous avons des laboratoires d'une certaine qualité qui varient, ce qui est très difficile, justement, dans la qualité du rendu des résultats, dans la qualité de l'intervention en cas d'épidémie ou de toute autre activité qu'un laboratoire pourrait faire. Donc, les moyens sont très, très importants pour pouvoir mener à bien le plan directeur que l'on se donne. Donc, les moyens, ils devraient venir essentiellement euh, du gouvernement et des autorités gouvernementales, mais ils viennent aussi, et c'est souvent le cas, des partenaires techniques et financiers. En dehors de cela, pardon, il y a certains attributs certains attributs ou compétences que le directeur de laboratoire devrait avoir en termes de leadership. Donc, il y a différentes compétences. Nous n'avons pas cité toutes les compétences liées au leadership, mais quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. À savoir l'analyse. Pour être un bon chef, un bon manager, pardon, il faut pouvoir être capable de faire une analyse situationnelle vite, dans le temps et équitable. Il faut savoir gérer, donc planifier, savoir mettre les priorités dans les tâches à faire ou les directives à donner. Il faut avoir la capacité à pouvoir justement avoir de bonnes relations humaines avec ses collaborateurs, justement. Donc, savoir communiquer, savoir négocier aussi bien que ses collaborateurs que la hiérarchie. Là, je parle de là, donc du ministère ou de toute autre euh, entité gouvernementale ou pas, mais il faut aussi pouvoir comprendre les termes et les termes et les techniques qui sont utilisées dans son laboratoire. Alors là, ça varie d'une structure à une autre ou d'un pays à un autre parce que nous avons des pays qui, au niveau de la direction, ce ne sont pas des techniciens, ce sont des administrateurs, mais ils sont généralement
accompagnés de techniciens donc qui peuvent justement faire le pont entre tout ce qui est technique et tout ce qui est administratif. Mais nous avons aussi la plupart des pays qui, eux, ont des directeurs techniques et donc qui devraient être à mesure de se mettre régulièrement à jour pour pouvoir justement comprendre les doléances des collaborateurs en termes de techniques de laboratoire. Alors, quand on vient, nous allons plonger sensu stricto dans la gestion du personnel de laboratoire. En fonction de la littérature que nous pourrons, ou que vous trouverez, il y a certains auteurs qui parlent de 4 grandes modalités. Il y en a qui parlent de 8, il y en a qui parlent de 12. Nous avons essayé de résumer parce il y en a qui sont vraiment communes à tous les courants. Donc, il y a d'abord l'élaboration du manuel de sécurité, il y a le recrutement du personnel, la formation, la communication, la gestion de la performance, les motivations des employés, leur santé sur les lieux de travail et enfin la gestion des incidents. Donc, nous allons voir toutes ces étapes rapidement afin de pouvoir discuter ensuite sur ces points. Pourquoi élaborer un manuel de sécurité? Si on veut bien gérer son personnel, il faut qu'il y ait, c'est vrai, un plan directeur, mais pour les laboratoires, surtout ceux liés à la santé humaine, il y a un manuel, le manuel de l'OMS sur le laboratoire, le manuel de biosécurité, pardon, sur le laboratoire. Et là, il y a la 4e édition. Nous vous avons partagé le lien pour ceux qui ne l'ont pas en fin de présentation, qui donne les directives pour qu'un laboratoire puisse être bien mené. Et donc, c'est vrai que quand nous parlons de biosécurité, nous nous arrêtons en général à la partie des manipulations et ça va bien au-delà de cela. Donc, ce manuel, il énonce les règles du laboratoire respectées, il attribue des responsabilités, c'est-à-dire qui fait quoi, à quel moment, quand et comment. C'est écrit. Nous insistons sur le part des laboratoires que nous avons eu à visiter à travers le continent. Nous défaillons souvent au niveau des écritures, au niveau des procédures, au niveau des archivages des documents. Donc, tout cela, il devrait avoir ce document écrit pour que tous les agents et le directeur puissent savoir quoi faire et à quoi s'attendre. Ce manuel devrait aussi fournir des endroits pratiques pour trouver toutes les informations liées sur la sécurité. Donc, ça va au-delà de l'échantillon. Il devrait être contenu à l'intérieur la sécurité physique, personnelle, comment gérer le stock et les échantillons, comment transporter les échantillons, comment les gens devraient se déplacer à travers les laboratoires et tout autre type d'informations. Donc, ça fait partie des premiers éléments que les laboratoires devraient mettre en place pour pouvoir justement assurer la bonne gestion du personnel. Et puis, il y a bien entendu le recrutement. Donc, il faut des hommes et des femmes pour pouvoir travailler en laboratoire. Et là, ça varie vraiment en fonction de la réglementation du pays. La plupart des pays, les agents sont recrutés directement par la fonction publique et puis sont envoyés dans les structures. Donc, on aura des laboratoires qui seront dotés d'agents de la fonction publique. Donc là, ça va du laboratoire. Mais nous avons aussi des pays, comme par exemple en République du Congo, pour le Laboratoire national de santé publique. C'est une structure qui est sous tutelle, comme nous l'appelons ici. Elle accueille les fonctionnaires, mais elle a aussi la capacité d'embaucher directement des personnes. Donc, comme j'ai dit, ça varie et en fonction de la réglementation du pays, on s'adapte. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des fonctionnaires qui sont envoyés directement ou des agents qui sont recrutés directement par la structure, il faut qu'il y ait une description des postes, pardon, qui soit élaborée. Il faut que quand une personne postule pour un poste, qu'elle sache exactement quoi faire, qu'est-ce qui est attendu d'elle pour justement la permettre de mieux travailler et pour permettre aussi à sa hiérarchie de mieux la juger ou la jauger. Donc, si on est dans le cas où la structure peut embaucher des personnes, il faut que des entretiens structurés. Il faut, encore une fois,
écrire, rédiger un manuel d'entretien pour que les entretiens soient équitables pour tous les candidats. Et il faut un système de notes pour que justement, en cas de réclamation, que ça soit bien écrit, qu'il y ait une traçabilité, qu'une personne lambda a fait tel entretien et voilà sa note, une autre bêta a fait tel entretien et voilà sa note. Donc, ça doit être très structuré et bien entendu, avoir une sélection objective. Et une fois les personnes recrutées, il faut les briefer sur les missions. Deux fois, les personnes atterrissent comme ça et elles ne savent pas du tout, elles sont perdues, elles ne savent pas quoi faire, elles sont là du matin à 14, rien faire parce que, voilà, elles n'ont pas été briefées par la hiérarchie, elles ne connaissent pas leurs tâches, elles ne connaissent pas leur mission. Donc, il faut un briefing et affecter le personnel au niveau des séances. C'est important parce que nous sommes souvent bien rigides avec les profils et les qualifications, mais nous pouvons avoir des collaborateurs qui sont un peu multitasking, qui sont ouverts d'esprit et qui ont acquis beaucoup de formation. Et donc, on peut justement les réaffecter dans des unités qui ne concorderaient pas forcément à leur profil universitaire ou scolaire, mais dont ils ont fortement les compétences parce qu'ils ont un large background qui leur a donné certaines compétences. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, on va atterrir donc sur la formation. Que ce soit le personnel nouvellement recruté, que ce soit le personnel déjà existant, les étudiants qui sont reçus ou les stagiaires au niveau du laboratoire, ils devraient être formés. Cette formation, elle va de la formation initiale à de la formation continue dans le site ou ex situ, mais il faut qu'il y ait un plan de formation qui soit mis en place pour pouvoir savoir à quel moment mettre le personnel en formation. À quel moment mettre le personnel en formation, quel Cynthia, we lost you. Are you still with us? Cynthia? je ne sais pas si c'était de mon côté. Hi, Cynthia. We lost you for a few minutes. Yeah. Oh, really? Okay. So sorry for that. I was there, right? Yes, this is where you were. Ok, désolée, excusez-moi. Donc, je disais qu'il fallait former son personnel aussi bien que les étudiants et les stagiaires et surtout s'assurer que ces personnels-là disposent des connaissances et des compétences adéquates pour le travail. Quatrièmement, le point communication, il est très important, comme nous l'avons dit au début de notre présentation, parce que c'est un peu le cœur du bon fonctionnement de la structure. Il faut choisir quel type de communication on peut avoir à travers les collaborateurs ou entre la hiérarchie et les collaborateurs, que cela soit électronique, que cela soit écrit dans des panneaux. Ce qui est sûr, il faut qu'une communication, une politique de communication soit instaurée dans la structure pour pouvoir justement permettre aux différents collaborateurs d'être au courant. Et aussi, dans la communication, au-delà de ça, il y a la culture de respect qu'il faut instaurer. Là, par respect, je ne parle pas de façon autocratique, non, pas du tout, mais de façon qu'il faut savoir s'adresser non seulement entre collaborateurs, mais entre le collaborateur et sa hiérarchie, et surtout, entre la hiérarchie et les collaborateurs. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment une culture de respect, savoir faire passer les messages dans les deux sens.
Dans la communication, nous avons les réunions de staff. Pour que nous puissions bien gérer le personnel au niveau des laboratoires, il faut se réunir pour savoir ce qui se passe et en fonction des activités, de l'intensité des activités, les réunions de staff, elles peuvent être hebdomadaires. En général, elles sont hebdomadaires, mais il y a certaines structures qui font des réunions mensuelles. Par exemple, nous, au laboratoire national, euh, en tout cas dans notre département, nous avions instauré des réunions hebdomadaires avec les collaborateurs et nous avions une sorte de rotation. Nous désignons un collaborateur pour faire le rapport, un rapport d'1 à 2 pages, pas plus, pour pouvoir justement savoir là où nous en sommes et qu'est-ce que nous voulons faire après. Et s'il y a des tâches qui sont données à certaines personnes, tout est inscrit brièvement dans ce rapport pour pouvoir faire le suivi des tâches. Et ensuite, ces rapports sont partagés. Donc, c'est très important de pouvoir partager, d'être vraiment free en termes de partage d'informations et de partage équitable de formation. Et quand on parle communication, on parle aussi de résolution de conflits. Donc, du moment où il y a plusieurs personnes qui interagissent, les conflits ne peuvent pas manquer. Et donc, nous devons être en mesure de savoir comment résoudre ces conflits en mettant l'accent, mais sur les problèmes pour pouvoir trouver des axes de solution. Voilà brièvement ce que nous voulions dire en ce qui concerne la, la communication. Donc, une fois que les personnes sont embauchées et qu'elles sont formées, qu'elles sont briefées, il faut pouvoir s'assurer que justement le personnel exécute correctement ses tâches. Et en général, la gestion de la performance, c'est un bon outil pour pouvoir justement remédier à son rendu à temps, comment s'effectuent les analyses. Est-ce que lorsque vous participez aux ateliers, aux formations? Est-ce qu'il y a des feedbacks? Il y a une grille d'évaluation pour la gestion de la performance qui peut être mise en place et discutée avec le personnel mutuellement. Et une fois qu'il y a un accord, cette grille qui est utilisée pour pouvoir justement faire le suivi de la performance comment on appelle, excusez-moi, du personnel. Et tout cela devrait être dans une atmosphère détendue qui pourra justement faire comprendre le personnel que c'est pouvoir emmener justement ce dernier à l'excellence et donc au bien-être de la structure et de la communauté. Et donc, quand on parle de récompense de l'excellence, c'est aussi intimement lié à la motivation. Et malheureusement, beaucoup de structures dans nos pays pêchent en termes de motivation parce que si vous voulez garder les employés dans vos structures, il faut qu'elles se sentent à l'aise, il faut qu'elles puissent être épanouies, donc travailler dans un environnement propice, qui avoir encore, comme je dis, le respect de la hiérarchie ou entre collègues, qu'il y ait un bon revenu ou un revenu. Donc, d'autres types de motivation, on peut décider, moi, on poste à l'entrée du hall du laboratoire la photo de l'employé du mois. Sa photo, il sera désigné employé du mois justement à partir de la grille que l'on se sera donnée de performance. Et donc, c'est bien noté, c'est équitable, c'est objectif. Et par rapport à cette grille-là, affichée, donc c'est une forme de motivation qui peut exister. Dans certains cas aussi, comme chez nous, ça arrive souvent, certains agents sont envoyés en formation comme certification de leur travail. C'est que le collaborateur a tellement bien travaillé qu'il montre certaines compétences au-delà de ce qu'il fait à tenter, qu'on lui attribue une responsabilité supérieure. Donc, voilà quelques éléments de motivation d'employés que nous pouvons faire pour une bonne gestion du personnel. La santé, en ce qui concerne la santé du personnel,
de prime abord, il faudrait que nos laboratoires puissent disposer d'un service médical où seraient logés tous les dossiers de tous les agents, donc antécédents médicaux, vaccinés ou pas, tout l'historique médical pour pouvoir savoir exactement. Bien entendu, il devrait être géré par une personne dotée de certaines qualités dans la confidentialité parce que c'est extrêmement sensible. Le management du laboratoire devrait faire régulièrement les évaluations médicales de son personnel, soit annuellement, tous les 2 ans, qui devraient être recordées dans les dossiers des collaborateurs respectifs. Et surtout, le personnel de laboratoire devrait être vacciné. Ce que nous pêchons souvent, ce sont les patients qui sont vaccinés. Et donc, pour une bonne gestion, pour une prévention de maladies, il faudrait que le personnel soit euh, vacciné, mais aussi qu'il soit accompagné en cas de maladie professionnelle ou pas, ou en cas d'accident qui survient, comme les AES au laboratoire, les accidents d'exposition au sang. Tout cela fait partie de la santé des employés au milieu de travail. Nous allons terminer par la gestion des incidents. Donc, qu'il y ait un plan qui dirait au personnel comment faut-il gérer, comment faut-il se comporter en cas d'incident ou de danger. Donc, par incident, ça va des incendies à des colis suspects qui présentent des fuites qui se présentent au laboratoire. Donc, c'est tout le listing. La liste là non plus n'est pas exhaustive, mais tout ce qui pourrait potentiellement être un danger pour le personnel devrait être dans un manuel et devrait dire comment se comporter vis-à-vis de. Donc, voilà les 8 points qui peuvent justement aider un manager à pouvoir du mieux qu'il peut gérer son personnel. De plus en plus, je voulais dire aussi qu'il y a des logiciels qui sont mis en place qui prennent en compte tous ces aspects que nous avons visualisés ensemble. Et donc, c'est très automatisé. Mais comme nous savons, tous les laboratoires à travers le continent n'ont pas forcément les moyens d'acquérir ces logiciels-là. Donc, ce que moi je suggérais, c'est de commencer avec tout ce que nous avons parcouru pour pouvoir avoir des laboratoires qui n'ont pas encore mis ensemble pour pouvoir justement graduellement mettre en place ceci. Là, ce sont les liens de quel. Merci. Merci. Lala, à vous. Merci, Cynthia. Merci pour cette présentation. Comme vous l'avez dit, c'est une présentation où qui nécessite le partage d'expérience entre les pays. Donc, j'invite nos invités à poser des questions ou à partager leur expérience dans ce domaine. Merci donc à vous. On va voir les listes des questions. S'il vous plaît, mettez votre question dans l'onglet où c'est écrit Q&A, question et réponse. Merci. Dr. Lala, so far there are no hands up among the participants to ask questions. Doctor, Donc, si vous avez des questions,
C'est le moment de poser à Dr. Cynthia pour y répondre. Merci. There is now a hand. I'm going to give access to Amin Al-Haj for his question. Amin Al-Haj, you have access now. Please unmute and start speaking. D'accord. Bonjour à tout le monde. En fait, je voudrais un peu savoir sur la santé des employés. Vous avez parlé des vaccins. Je voudrais savoir quel type de vaccin qu'on peut prendre quand on travaille dans un laboratoire. Je réponds, n'est-ce pas? Amarchi, I can answer directly, right? Yes. Yes. Okay. Merci pour la question. Alors, il y a certains vaccins de base, on va dire, comme celui de l'hépatite B, de la grippe, euh, après, ça dépend des contextes, hein. Les régions où il y a de la méningite, il faut de la méningite pour pouvoir protéger son personnel, des fois même la fièvre typhoïde. Donc, il faut contextualiser en fonction, on fait une évaluation de risque en général de ce qu'il y a dans le pays et aussi des risques un peu transversaux à travers les pays. Et voilà. Sinon, en général, il y a l'hépatite B, c'est obligatoire, la fièvre jaune et pardon, la fièvre typhoïde ou la méningite ou toutes les autres pathologies, ça dépend du contexte du pays. Merci. We have another hand from Ellie Mo. Merci. I'm going to give her access now. Ellie, you have the floor. Please unmute and start speaking. Ellie Moyes, please, you have access. Kindly unmute and start speaking. Ellie, if you're with us, you have access to speak. Please unmute your microphone and start speaking. Cynthia and Dr. Lala, I don't think that Ellie is with us. We can go ahead. Yes. Yeah. I don't know if I'm alone, but there's like 15 questions in the chat box. Yes, there are questions in the chat. Dr. Lala is to read them out for you so that the English participants can also listen to the interpretation of the questions. Okay. Thank Dr. you, merci. Donc, Cynthia, il y a deux questions ici. Comment doit-on faire la sélection des agents qui doivent bénéficier d'une formation? Quels sont les critères de sélection? Et une autre question, en matière d'urgence, Allô? Lala? I think we lost her. We lost, She's back. okay. Dr. Lala, are you able to speak without any interferences now? Okay, Cynthia, please, can you go through the chat and just Yes. Okay. answer D'abord, la some- première question, comment sélectionner les agents? C'est très sensible, effectivement, je comprends un peu l'idée qu'il y a derrière. Pour éviter toute frustration, il est préférable soit de se baser sur la grille d'évaluation, soit de voir les besoins
de la structure. Je m'explique. Si nous n'avons pas assez de personnel formé, par exemple, en culture parasitaire, il est évident que la formation de la culture parasitaire concernerait d'abord le personnel qui évolue au sein de ce service-là. Donc, pour que les choix, les critères de sélection puissent être les plus objectifs possibles, soit on regarde l'évaluation, soit on voit les besoins des unités ou des différents services de la structure pour ne pas justement avoir des frustrations au sein du laboratoire. Il y a une question de monsieur, monsieur Amin Aladji Suleiman sur, il voudrait savoir un peu plus sur la formation d'immersion au laboratoire. Par formation d'immersion, ça concerne souvent le personnel, enfin, on va dire, des étudiants ou des stagiaires ou un personnel déjà actif dans un certain laboratoire qui voudrait apprendre quelque chose de nouveau ou qui voudrait se recycler. Donc, il vient dans un autre laboratoire, si c'est un personnel qui exerce déjà, ou si c'est un étudiant, il est envoyé par sa faculté au sein du laboratoire pour pouvoir justement savoir quelles sont les règles de base pour pouvoir faire telle ou telle autre analyse, pour pouvoir faire telle ou telle autre activité liée au laboratoire. Voilà ce qu'on appelle formation d'immersion. Et celles-là, elles peuvent se faire dans le dit laboratoire comme elles peuvent se faire en dehors du laboratoire dans une structure qui est, comme on appelle ça, mieux équipée ou mieux outillée. Il y a Monsieur Ferdinand Emmanuel Gott qui demande pas moyen de fixer des indicateurs de performance pour chaque ligne de bonne gestion. Si bien entendu, ce n'est pas rigide. Encore une fois, les besoins d'un laboratoire, par exemple, de biologie médicale, différents d'un laboratoire de recherche. C'est vrai qu'en termes de qualité, de gestion de la qualité, c'est les mêmes. En termes il faut rédiger des procédures et tout, il faut avoir un manuel qualité. Mais il est clair qu'il y a certaines attentes qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est le manager qui sait ce qu'il faudrait faire, quels sont les indicateurs qu'il faudrait mettre de performance et les adapter. C'est ce qu'il faudrait faire. Encore une fois, il faut contextualiser les choses. Ce qui marche pour un laboratoire A ne marchera pas forcément pour un laboratoire B. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Bernot, oui, je crois que j'ai répondu à votre question. C'était sur la sélection des agents. Monsieur Itoa Constant, en matière d'urgence, comment sera établie la communication sur le terrain pour le rendu des résultats? Alors, lorsqu'il s'agit d'une urgence, lorsque nous sommes en pleine urgence de santé publique, une épidémie, par exemple, il faut des règles qui soient établies dès le départ. Qui communique quoi? Et ça, c'est à tous les niveaux. On connaît quel laboratoire ou quel service fera les manips concernant l'agent pathogène impliqué dans l'urgence de santé publique. Donc, ce service-là, quand il a analysé, une fois qu'il a ses résultats, ça devait être écrit comment est-ce qu'il transmet les résultats à sa hiérarchie, puis en fonction de la façon dont la gestion est gérée dans le pays, est-ce que c'est ipso facto que les populations, enfin les personnes dans les échantillons été analysés ont accès à leurs résultats? Est-ce que ça se fait électroniquement? Est-ce que ça se fait manuellement? Surtout quand il y a une prise en charge derrière, la réponse devrait venir le plus tôt possible. Ensuite, il y a aussi une communication avec la communauté et tout ça doit être structuré. Nous poursuivons. Monsieur Patrick Mimbolo, il y a combien de sortes de communication pour la bonne pratique? Alors, les communications diffèrent aussi c'est comme le leadership. Il y a des communications où la hiérarchie vient, elle impose ce qu'il faut faire. Donc, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites cela. Et puis, c'est tout. Il y a un autre type de communication qui est beaucoup plus inclusif,
où il y a des sessions de travail, où on dit qu'on voudrait communiquer avec vous, pensez-vous, on demande vraiment au personnel de participer à la mise en place de la communication qui devrait gérer ou je cherche le mot, qui devrait régner au sein de la structure. Et je pense que la deuxième option est la meilleure parce que au moins là, le personnel se sent impliqué. Il ne voit pas qu'on l'a imposé et donc il est plus participatif. Il sait que quand on affiche, il faut que quand je passe devant un tableau, si on a opté pour ça par exemple, je dois lire, je dois m'arrêter 5 minutes pour pouvoir prendre. Si c'est par mail, je dois faire attention à mes mails qui sont partagés. En tout cas, le mieux c'est inclusif. Le plus c'est inclusif, pardon, le mieux c'est. Monsieur Mamadou Thiam a demandé comment faire le suivi du stock des réactifs au niveau du laboratoire. Là, quand le laboratoire a des moyens, il y a des logiciels mis en place, hein, comme je l'avais dit au cours de la présentation, qui existent, qui permettent vraiment de pouvoir savoir, de pouvoir respecter le first in, first out. Donc, le premier entré, le premier sorti. Donc, où il y a un système de code à barre qui vous est livré, vous scannez les embouts ou les pipettes, tout ce qui est, ou les réactifs même, et vous avez la traçabilité de l'utilisation des réactifs. Si malheureusement, on n'a pas les moyens d'acquérir un tel logiciel, manuellement, le service qui s'occupe de la gestion des stocks devrait avoir des registres où justement sont consignés les dates d'acquisition des réactifs, les dates d'expiration de ces réactifs-là, l'endroit où ces réactifs-là sont stockés. C'est assez fastidieux fait à la main, mais c'est possible. Il y a plusieurs laboratoires qui travaillent encore manuellement. Le plus important, c'est de pouvoir savoir où se trouve tel réactif et est-ce qu'il est en cours de validité ou pas pour pouvoir justement ne pas prendre le réactif qui va expirer dans 4 ans, l'envoyer directement dans le service et plutôt garder encore celui qui va expirer dans 6 mois. Donc, c'est le fait d'écrire et il permet une bonne gestion, un bon suivi de stock. Madame Charlène Mirella, merci. Docteur Cynthia nous parle par rapport au processus d'instauration de la culture du respect. Alors, la culture du respect, c'est juste expliquer aussi bien. D'abord, ça devrait venir, et ça, j'espère que quelqu'un dans l'Assemblée pourrait compléter, ça devrait venir du management. Il faut que le manager puisse, lui, déjà avoir la culture du respect, c'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il a affaire à des collaborateurs, certes, mais pas à des enfants, pas à des animaux, pas à des esclaves. Excusez-moi les termes. D'accord? Si lui, en tant que manager, il sait qu'il doit respecter ses collaborateurs, aussi bien quand ils sont en faux ou pas, ça viendra plus facilement d'en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être un code de bonne conduite que la hiérarchie peut mettre en place. Il dit que voilà, pour que nous puissions travailler en harmonie et tout, voilà les règles à respecter. Ça peut être écrit et ça peut être partagé afin que tout le monde sache que voilà, nous devons respecter. Mais il va aussi de la bonne éducation, quoi. C'est de base. En milieu professionnel, on vient pour travailler et donc on se doit respect. C'est vrai que malheureusement, il y a des écarts là-dessus, mais on peut avoir un manuel de bonne conduite, un code de bonne conduite pour pouvoir recadrer les choses. Il y a un spectateur anonyme qui demande, c'est possible que la définition des postes se fasse dans le service, par exemple le chef de service, comme une organisation personnelle et cela peut subir une rotation. Oui, ça peut se faire. Mais la définition des postes dont je parlais plus tôt, c'était celle au moment du recrutement. La personne qui va être embauchée doit savoir à quoi elle s'attend. Elle doit savoir que voilà ce que la structure attend de moi. Et bien entendu, comme vous le dites, moi, en tant que chef de service, je peux dire à mon collaborateur, lors du recrutement, tu as ta description de poste, mais voilà des tâches détaillées que tu devrais faire à tel moment, à tel autre. Et je pense que
c'est en fonction de l'effectif que vous avez ou des réalités que vous avez au sein de votre laboratoire que vous pouvez décider si cela peut subir d'une rotation ou non. Le plus important, il faut que ça aille à l'optimisation, à un meilleur rendement de votre laboratoire. Si ça marche et que, il y a des bons résultats, vous pouvez y aller. Un autre spectateur anonyme, comment adapter toutes ces informations pour un labo ambulant en cas d'épidémie? Alors, euh, déjà, quand nous avons un laboratoire ambulant, nous avons déjà des personnes qui ont été sélectionnées pour pouvoir gérer ce laboratoire mobile. D'accord? Et donc, déjà, ces personnes-là devraient avoir le minimum requis pour, en termes de gestion de la qualité, de la biosécurité. Il y a déjà la formation qui devrait être là. Ça, c'est de un. Pour la communication, ces agents sur le terrain devraient savoir comment communiquer. Déjà, comment prélever les échantillons, comment analyser ces échantillons-là et comment envoyer les résultats euh, euh, auprès de la hiérarchie, auprès du préfet ou le schéma qui sera donné pour la communication. Le respect, même que l'on soit en laboratoire ambulant ou en laboratoire fixe, la culture du respect est la même. On doit travailler dans un environnement de respect. Je pense que tous les points que nous avons, que nous avons parcourus sont adaptables un tant soit peu dans le cas d'un laboratoire ambulant. N'oublions pas que ce laboratoire ambulant provient en général d'un laboratoire. Par exemple, nous, au laboratoire de santé publique, nous avions, nous avions un laboratoire mobile. C'est des agents du laboratoire national de santé publique, donc qui étaient au fait de certaines pratiques qui sont déployées sur le terrain. Euh, il y a Monsieur Christian Mokuba qui demande, en tant que gestionnaire du personnel, quelle attitude adopter si la fonction publique m'envoie des agents qui ne répondent pas au profil de formation requis? Ça, c'est ce qui arrive malheureusement beaucoup et c'est difficile parce que la fonction publique ne se rend pas compte à quel point elle met à mal les laboratoires en agissant de la sorte. Et c'est tellement sensible parce que l'agent est déjà envoyé, il attend un, comment on appelle ça? Il attend à être affecté et avoir son revenu. Je vais vous partager par exemple notre expérience. Ce qui se fait chez nous, c'est que en général, on nous envoie plus des administrateurs, pardon, que des techniciens. Donc, quand bien même nous demandons d'avoir plus de techniciens, on nous envoie des administrateurs. Donc, on a un pléthore d'administrateurs. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on les affecte dans tout ce qui est administratif et qui est les compétences que ces personnes-là a pu avoir. Parce qu'il est difficile, je ne connais pas la réglementation de votre pays, mais il est difficile de pouvoir renvoyer un fonctionnaire à la fonction publique. C'est extrêmement difficile. Donc, vous êtes obligé de faire avec. Maintenant, s'il y a dans votre pays la possibilité de faire amendement, vous faites un courrier respectueux auprès de ceux de la fonction publique en stipulant que le profil ne correspondait pas. Mais ça, c'est très difficile. Monsieur Patrick Mabenze demande, au cas où le personnel est exposé à un danger qui lui rend incapable de continuer à travailler, quel sera son sort? Là, ça dépend de la convention même du laboratoire. Normalement, chaque laboratoire a une convention, ce qu'on appelle une convention collective, où tous ces points sont rédigés. Est-ce qu'il y a, en cas d'accident de travail ou en cas de maladie qui survient, même si ce n'est pas un accident de travail, quel est le délai qu'il donne? Ça, c'est en fonction de la réglementation du pays, en fonction beaucoup de choses qui vont au-delà du laboratoire sensu stricto. Donc, il faut voir avec tout ce qui est légalisation et réglementation du pays pour savoir s'il faut accorder 1 an, 2 ans à la personne avant de rompre ou continuer à le laisser avoir cette fois-ci que le salaire de base, mais enlever les primes. Ça dépend vraiment de ce que la législation du pays stipule en ce sens. Nous avons Monsieur Jean-Pierre Itouka qui demande
toutes ces normes et modalités que doit posséder un laboratoire, c'est ce quoi devrait avoir un pays qui se prépare pour une urgence ou c'est juste pour l'équipe laboratoire se trouvant sur le terrain lors d'une urgence? Ah non, c'est valable pour le laboratoire, hein, en général. C'est pour le laboratoire. Que vous soyez sur le terrain, que vous soyez membre SURJ, du moment où vous intervenez dans le laboratoire, vous devrez être à mesure de connaître certaines bases. Vous devrez connaître des bases de biosécurité et de biosécurité. Vous devrez savoir comment communiquer. Vous devrez savoir comment gérer des incidents. Donc, il y a certains aspects où même quand vous êtes sur le terrain qui peuvent vous servir. Les communications, je crois que nous avons répondu à ça. Monsieur Dodé ou Madame Dodé Biakia qui demande quelle politique a adopté ou conseillé à donner des gestionnaires pour un maintien ou une fidélisation. Ça, je crois que nous avons répondu à cela. Je ne sais pas. Pour éviter les motivations, c'est vrai que la première motivation pour la plupart d'entre nous serait pécunier, c'est-à-dire avoir euh, un bon salaire. Mais les salaires, de fois, ça dépend, ils peuvent dépendre de la structure ou dépendre de la fonction publique, ce qui est très difficile à gérer. Donc, l'aspect pécunier, il dépend. Deux fois, il faut attendre 2, 3 ans en fonction de ce que la convention collective de votre établissement a stipulé pour pouvoir upgrader le salaire des agents. Par exemple, nous avons fait pratiquement une dizaine d'années avant de pouvoir voir nos salaires à une légère hausse. Donc, ça dépend du contexte. Ça peut être des formations, comme nous avons dit, permettre à ce que vos agents puissent être continuellement formés, in situ ou dans d'autres structures ou à l'étranger, les mettre en valeur, désigner le collaborateur du mois. Donc, dans la diapo, les diapos vous seront partagés. Nous avons fait une certaine liste de fidélisation un tant soit peu du personnel. Dans le cas où le laboratoire, sans note de service et motivation, l'employé est attribué. Je n'arrive pas trop à comprendre cette question. Sans note de service et motivation, je ne sais pas comment. Je n'arrive pas à bien comprendre ce qui est écrit. Sans note de service et motivation, l'employé attribue des responsabilités supplémentaires. Comment réagir? Ah, euh, ça, c'est extrêmement sensible parce que vous avez sûrement des tâches et que sans note, si j'ai compris la question, on vous ajoute des tâches. Pourquoi est-ce qu'il faut déjà vous demander pourquoi est-ce qu'on vous ajoute des tâches? Est-ce que c'est parce que vos tâches sont minimes par rapport aux autres? Donc, c'est normal de rajouter pour équilibrer un peu. Ou bien vous avez déjà assez de tâches, et celles qu'on ajoute viennent encore rajouter alourdir la charge de travail. Si c'est le cas, si c'est le deuxième cas, il faut que vous discutiez avec déjà votre supérieur hiérarchique, puis avec ceux qui s'occupent des ressources humaines de vos structures pour pouvoir justement discuter de ce problème. Quel diplôme pour ouvrir un laboratoire d'analyse? Ça, je ne saurais dire, ça dépend des réglementations des pays. Puisqu'on parle de gestion de laboratoire, après combien de temps doit-on se débarrasser des échantillons déjà utilisés? Est-ce que ça doit se faire mensuellement ou trimestriellement? Alors, déjà, ça dépend du type d'échantillon qui est utilisé. Il y a des laboratoires qui ont des biobanques, donc ces échantillons sont conservés, ils sont alicotés, ils sont conservés et ils sont sécurisés dans une biobanque où peu de personnes, pardon, ont accès à ces échantillons-là. Si vous ne disposez pas de biobanque, ça dépend maintenant de votre capacité de stockage. Mensuellement, là, ça veut dire que votre laboratoire a une capacité très restreinte de stockage, donc vous devrez éliminer vos échantillons, mais avec le risque où, en cas de plainte, vous ne puissiez pas retrouver l'échantillon et tout. Donc, c'est assez très juste de le faire mensuellement, mais encore une fois, si vous avez une capacité de stockage de vos échantillons qui est très infime, ça pourrait se justifier. En général,
En biologie médicale, ce que nous observons souvent, c'est que les échantillons sont malheureusement euh, mis de côté au bout de 2 semaines, 3 semaines, euh, un an, pardon, un mois. Mais bon, ça dépend de ce que la structure veut faire de ces échantillons. Si c'est une structure qui fait aussi de la recherche, elle va chercher à faire des aliquots de ces échantillons. Donc, ça dépend vraiment de la structure, de ses capacités de stockage. Euh, Tout en vous remerciant, je me rends compte que vous parlez plus des techniques ou personnel technique que administratif. Qu'en est-il de la performance du personnel administratif qui travaille au laboratoire? Oui, c'est vrai, je me suis plus appesantie sur euh, le personnel technique, excusez-moi pour cela, parce que je me suis mis dans le contexte Avoxurge, gestion des laboratoires dans les contextes épidémiques ou routiniers. Mais c'est vrai qu'il y a le personnel administratif et que même eux, ils ont des tâches. Encore une fois, la gestion des performances, elle est basée d'indicateurs et de tâches liées postes auxquels la personne fait. Donc, même le personnel administratif, il y a des tâches qui leur sont dédiées. Donc, ils peuvent avoir leur grille d'évaluation, leur gestion de performance. J'espère que j'ai répondu, Monsieur Makuma Pungo. Que pensez-vous des aspects éthiques qui doivent être d'observance dans la relation laboratin-patient? Des aspects éthiques. Je ne sais pas, Madame, Monsieur Eli Mukuna, si par aspect éthique, vous voulez parler de la confidentialité, si par aspect éthique, vous voulez parler déjà de la réception du patient dès le départ, de la façon de le prélever. L'éthique, c'est tout ça. Ça va déjà dès la réception de la personne. On doit le recevoir avec respect, avec dignité, quel que soit son état. On doit manipuler son échantillon objectivement, sans mettre des sentiments. Quand bien même lors du prélèvement, on aurait eu altercation. L'éthique, c'est de pouvoir rendre son résultat à temps. L'éthique, c'est de pouvoir, même si on connaît le patient, garder confidentiel son résultat. Donc, c'est tout le process lié au patient qui devrait être fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez parler par aspect éthique ou autre. J'aimerais savoir les normes de qualité au laboratoire. Nous vous avons partagé enfin le manuel de biosécurité, mais je pourrais aussi vous partager le manuel de qualité plus tard. Vous pourrez me contacter. Bonjour, j'aimerais les normes. Est-ce qu'un membre SORG peut se faire recruter par un laboratoire tiers? Monsieur Léonard G. Colum, je ne sais pas si vous voulez dire un membre SORG d'un laboratoire peut se faire recruter par un laboratoire tiers. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans votre pays lesquels ont été pris. Nous, par exemple, les SORG du Congo, on a privilégié des agents qui avaient déjà un travail, des fonctionnaires. Donc, il y a près de 15%, ou sinon 98% des membres SERG, ce sont des gens qui ont déjà un travail. Je ne sais pas si dans votre pays, ça n'a pas été le cas. Donc, je ne comprends pas trop ce que vous vouliez dire par là. Euh, Comment instaurer la démarche qualité au niveau du laboratoire? Monsieur Abdullah Diouf, alors, j'atterrissais par cela à la fin de ma présentation. Elle peut se faire graduellement. C'est utopique de penser que on va venir, on va donner un manuel de qualité et puis tout le monde va y aller, ça va aller comme l'eau de roche. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut commencer par une unité, par un service qui sert de service pilote, bien que le document qualité ou le manuel de biosécurité soit partagé à l'ensemble du personnel des laboratoires. Ça, c'est un fait. On peut se dire que sur un an, un ou deux services vont être vraiment accompagnés dans la démarche qualité, dans tous les points de la démarche qualité. Ça n'empêche pas déjà que au niveau des autres services, on ait par exemple la rédaction des procédures opératoires. Donc ça déjà,
tous les services. Vous pouvez vous dire que cette année, on dit que de janvier à décembre, tous les services, toutes les unités devraient avoir leur procédure écrite. C'est un objectif qu'on peut se donner. Donc, déjà, tous les services ont leur procédure écrite et on cible quelques services où on se dit, au-delà de ça, on fait d'autres activités liées à la démarche qualité. Donc, si vous avez déjà eu à être en contact avec la grille SLIPTA, par exemple, vous voyez ce qui est attendu en termes de qualité. Donc, vous ciblez ces différentes rubriques-là pour pouvoir justement emmener ces services-là à la qualité. Et une fois que c'est fait, ça sera plus facile pour les autres services et unités de faire le suivi. Madame Lucette Nassali Makosso, dans le cas du management, quelle attitude prendre face à un chef qui traite mal son personnel? Brimade et respectueux auprès de ces derniers. Euh, c'est c'est compliqué. Je ne peux pas vous donner une directive bien précise. Ce qui est sûr, c'est que le monde de l'emploi, il est régi. Il y a des règles, il y a des lois. Juridiquement parlant, vous êtes protégé. Donc, c'est soit auprès des ressources humaines ou de votre chef de service ou de votre directeur, faire déjà comprendre que il y a certaines brimades ou certaines attitudes qu'il y a pour lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise et que juridiquement, ce n'est pas normal. Je suis sûre que quand vous sortirez le terme juridique, il y aurait peut-être euh, une voie pour la communication. C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça va vraiment au-delà du technique ou de l'administratif, c'est vraiment l'attitude du chef. Désolée vraiment, Madame Makosso. Quels sont les critères d'acquisition d'une fonction de directeur d'unité dans un laboratoire? Quels sont les critères d'évaluation du maintien d'un poste de direction d'une section? Peut-on changer de chef de section? Déjà, je vais commencer par la fin. Oui, on peut changer un chef de section, mais il faut encore que ça soit pour une raison objective. Les critères d'acquisition d'une fonction de direction, ça dépend du contexte. Il y a des pays où les nominations viennent du ministère. Donc là, c'est un peu difficile. Il y a des pays que bien que les nominations viennent du ministère, le responsable du laboratoire fait des propositions ou la direction des laboratoires fait des propositions. C'est vraiment, ça diffère, pardon, des réglementations et des contextes. Mais l'idéal serait que la personne à qui on donne, on attribue une fonction ait quand même un minimum de compétences pour pouvoir exercer la dite fonction. Et pour les critères d'évaluation du maintien, si cela dépend directement du directeur du laboratoire ou du chef du laboratoire, il y a la grille d'évaluation. Donc, si vous avez une grille d'évaluation, c'est très facile de savoir que telle ou telle autre personne fournit un bon travail ou ne fournit pas un bon travail. Et donc, c'est plus facile de mettre en lumière des défaillances ou de mettre en lumière ce que la personne fait de bien. Monsieur Rawel Meti, quels sont les principes nécessaires de management dans un laboratoire? Ça, je crois que j'ai répondu aussi à ça. Quelles sont les règles de gestion? Monsieur Youssou Bamarguey, quelles sont les règles de gestion et d'élimination, pardon, des échantillons infectieux lors d'une épidémie? Alors, les règles de gestion. Après, si nous sommes en épidémie et que les échantillons sont gérés dans un laboratoire fixe, si ce laboratoire a un incinérateur, donc après la manipulation de l'échantillon, si vous avez une biobanque, vous pouvez conserver une partie de l'échantillon et le reste est autoclavé, puis mis dans des sacs biohazard avant d'aller à l'incinérateur. Si vous n'avez pas d'incinérateur, après autoclavage, est mise dans le sac de biohazard, le sac des déchets, vous pouvez les brûler, c'est-à-dire prendre un fût auquel vous brûlez, mais ça, bon,
Ce sont nos réalités, malheureusement. Ce sont nos réalités. Il y a beaucoup de laboratoires qui, malheureusement, fonctionnent encore comme ça, avec des fûts dans lesquels ils brûlent. Et c'est ce qui se fait généralement quand on a affaire à un laboratoire mobile où il devrait avoir une autoclave pour justement autoclaver ces échantillons-là avant de pouvoir les détruire. Amarachi, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, sauf erreur de ma part. Merci. Cynthia. Thank you. Thank you for going through the questions. That was very comprehensive. So we have one question. One person has his hand raised. Is it okay for me to give them access to ask their question live? Mhm. Okay. Arcade, I hope that is the correct pronunciation of your name. Please, you have been given access to speak. Kindly unmute and start talking. Arcade, kindly unmute and start talking. Okay, we also have Eli Moise Mukuna. You have been given access to speak. Kindly unmute and start talking. Eli Moise Mukuna. Are you sure it's the recent tense? Okay, let just to confirm, Priscilla Uma, I have just given you access to speak. If you still want to ask your question live, kindly unmute and start speaking. Vous devrez activer vos micros pour pouvoir poser vos questions. Priscilla Uma. Okay. Cynthia, Yes. I think that will be all for now. Okay. Dear colleagues, thank you for staying with us through this very important session. I'll be sending you emails with the presentation and all the resources that Dr. Cynthia is providing us. So kindly expect an email from me in the coming days. And thank you for always joining the webinars and actively engaging in the WHO Afro webinars. So thank you so much. I hope you have a nice day. Bye, everybody. Bye. Thank you again for your participation. Thank you, Amarachi. Thank you, Cynthia. Bye. Bye. Bye, everybody.